RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI avec Frédéric Rivière. Nous recevrons dans la deuxième partie de cette émission Romain Goupil, cinéaste et ancien leader lycéen de mai 68. Il a fait un film avec Danny Cohn-Bendit qui sort ce mois-ci. Mais notre première invitée, je la salue. Bonsoir Valérie Rabault. Vous êtes députée du Tarn-et-Garonne et vous êtes présidente du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale. Alors merci d'être avec nous. On va parler de l'actualité. Donc aujourd'hui, 1er mai, fête internationale du travail en France, internationale partout et en France bien sûr. Des manifs à Paris, donc perturbés par un millier d'individus cagoulés venus casser. Ils ont détruit un restaurant McDonald's à Paris. Ils ont mis le mille-feu à des voitures. Est-ce que ça ne nuit pas au combat syndical qui crée dans le fond un amalgame entre lutte sociale et violence ? Il y a beaucoup de questions à se poser. Savoir déjà pourquoi 1000 casseurs, comment 1000 casseurs ont pu se retrouver là sans que personne, ou en tout cas sans que les forces de police ne les voient pas arriver. C'est boulevard de l'Hôpital, il y a la station de métro Gare d'Austerlitz. Il y a quand même des questions à se poser sur la présence d'autant de personnes cagoulées qui arrivent comme ça en nombre, sans qu'apparemment elles aient été inquiétées pour rejoindre. Vous dites qu'on les allait un peu laisser. Non, je me pose des questions. Ouais, je trouve que 1000 personnes, c'est beaucoup. Voilà. Ouais. Surtout à cet endroit à Paris. Donc effectivement, pour la journée internationale du travail, comme vous l'avez rappelé, qui vaut dans tous les pays. Sur ce que vous dites, parce que vous dites que vous posez des questions. Soit il y aurait eu une forme de lacune dans le dispositif de sécurité, soit il y aurait une intention de les laisser passer. C'est ce qu'on peut entendre dans vos propos. Vous penchez vers quelle option ? Je ne penche vers rien du tout, parce que je n'ai pas l'habitude de commenter des faits pour lesquels je n'ai pas d'informations précises. J'observe juste qu'à cet endroit, boulevard de l'Hôpital, à Paris, en face de la gare d'Austerlitz, avoir 1000 personnes qui arrivent, qui vont brûler le McDonald's qui est juste en face, vous n'avez pas 1000 personnes qui arrivent comme ça en 30 secondes sans que ça se voit. Voilà. Donc je me pose des questions. Ça peut aussi arranger peut-être les syndicats d'une certaine façon. Donc c'est la question contraire que je vous posais dans un premier temps. Je vois pas dans le sens où on ne verra pas vraiment les chiffres de cette manifestation qui n'est pas une grande réussite. Je ne crois pas que les syndicats aient un intérêt à ce qu'une manifestation, même si effectivement il n'y a pas eu l'affluence qui était souhaitée, soit entachée de violence. Je ne crois pas du tout que ce soit l'intérêt des syndicats. On va peut-être en parler justement des syndicats, c'est le jour ou jamais. Donc en France, les syndicats ne sont représentés que par 8% des salariés, l'un des taux les plus faibles d'Europe. C'est paradoxal dans le fond quand on dit que la France est montrée toujours du doigt pour être le pays dans lequel il y a tout le temps des grèves. Est-ce que c'est pas un paradoxe ? Alors date pas d'aujourd'hui. Non, bien sûr. Nouveau, mais on a une difficulté à avoir un vrai dialogue social dans l'entreprise. On voit ce qui se passe à la SNCF. Bon, les négociations sont rompues, mais il faut dire quand même que le gouvernement ne les aide pas trop à négocier, puisqu'il fait voter une loi sur la réforme ferroviaire avant que la négociation ait été conduite, menée, ou en tout cas qu'elle ait été menée jusqu'à son terme. Donc là-dessus, il y a des responsabilités qui sont largement partagées. Le gouvernement et Emmanuel Macron ne peuvent pas se revendiquer européen d'un côté et refuser ce qu'est cette social-démocratie qui a été très forte en Europe et qui veut dire qu'on négocie. Négocier, c'est arriver à trouver une position de compromis. C'est pas dire, c'est apprendre à laisser sur ce que je veux. Ça, il y a une vraie faiblesse au niveau du gouvernement dans cette capacité à porter la négociation, en tout cas à la faire vivre. Les autres, vous pensez discuter plus avec les syndicats que ne le fait en Emmanuel 2013, Macron ? quand il y a eu l'ANI qui a été portée, qui a été votée par le Parlement a voté le résultat de la négociation. À voter le résultat de la négociation. Oui, mais quand vous dites que ce n'est pas à prendre ou à laisser, ça vaut aussi pour les syndicats qui parfois arrivent dans des positions très rigides en disant c'est le retrait de la loi ou rien. Il y a certains syndicats, pas tous. Certains acceptent la négociation, certains acceptent de faire un pas pour qu'on puisse sortir de l'impasse dans laquelle on est aujourd'hui. Mais quand vous êtes le gouvernement,
que vous demandez aux syndicats de négocier et que dans le même temps, vous faites passer une loi qui transforme la SNCF, qui prévoit un certain nombre d'ordonnances pour avancer, vous ne pouvez quand même pas dire que c'est la meilleure façon d'engager le dialogue social. En tout cas, moi, je ne crois pas que ce soit la meilleure façon de faire. Est-ce qu'il faudrait un syndicalisme plus consensuel? C'est-à-dire qu'en Allemagne, hein, c'est vrai qu'on cite à toutes les sauces l'Allemagne. C'est beaucoup l'Allemagne. C'est vrai, avec à tort ou à raison d'ailleurs. Patrons et syndicats se mettent d'accord sans que l'État n'y fourre jamais son nez. C'est une forme. Est-ce que c'est d'abord c'est leur culture, mais cette maturité-là, est-ce qu'elle pourrait... Elle nous fait un peu défaut en France. Elle fait défaut en France, oui. Ça vient de... Il y a sans doute plusieurs facteurs. Moi, j'en vois un. Je fais partie de ceux qui, dans les propositions qui ont pu être émises, serait qu'il puisse y avoir une adhésion quasi obligatoire à un syndicat, quel que soit le syndicat, de chacun, de son choix. Mais qu'on puisse avoir une vraie représentativité de l'ensemble des salariés, qui se sentent impliqués dans ce débat et dans la négociation qui a lieu. En Allemagne, il est exact qu'il y a beaucoup plus de salariés qui sont syndiqués qu'en France. Il n'y a pas cette défiance qui existe entre, d'un côté, les employeurs et de l'autre côté, les employés. C'est-à-dire qu'il y a une culture du compromis. C'est-à-dire qu'un compromis, on n'a pas forcément raison sur tout, mais au moins on arrive à une position de compromis. Oui, l'État ne vient pas siffler la fin de la récré. Mais là, l'État ne vient pas siffler la fin de la récré. Il siffle en la général, fin de la récré avant même qu'elle ait commencé. Ouais. Encore une fois, sur la SNCF, c'est vraiment le contre-exemple absolu de ce qu'il faut faire. C'est on fait passer un texte à l'Assemblée nationale où il n'y a quasiment que des ordonnances qui sont inscrites dans les articles. Et après, on s'étonne que les syndicats disent mais enfin quand même, vous nous prenez un peu pour... donc effectivement, la négociation aujourd'hui est bloquée et je pense que le gouvernement emporte l'essentiel de la responsabilité. Mais est-ce qu'en France, le problème du syndicalisme, ça n'est pas aussi que les syndicats pensent d'abord à défendre leurs propres intérêts, au fond, leur boutique, leur chapelle, leur pouvoir, leur influence, bien avant les intérêts des salariés? Je ne crois pas que, quand vous regardez les différents syndicats qui existent en France, on avait certains qui ont effectivement des positions peut-être plus radicales que d'autres. Vous prenez la CFDT ou FO, je ne crois pas qu'ils se situent dans cette démarche, la démarche que vous évoquez. Je pense qu'au contraire, aujourd'hui, il faut quand même... L'exemple le plus emblématique qui existe actuellement, c'est la SNCF. Quand vous dites à des agents de la SNCF, le problème c'est vous. Le problème, c'est votre statut. Si les trains n'arrivent pas à l'heure, le problème, c'est vous. Non, mais je disais ça parce que vous voyez bien comment voulez-vous négocier syndicale aujourd'hui? Comment voulez-vous négocier sur ces bases-là? C'est impossible. L'unité syndicale, aujourd'hui, elle fait défaut. Tous les leaders de centrales syndicales le disent. Oui, il faudrait l'unité, mais on n'y arrive pas. En revanche, à la base, ça se fait. C'est pour ça que je me demande si, au fond, il n'y a pas quand même mise en avant des querelles de chapelle. Chacun défend son petit précaré et sa zone d'influence. Au niveau, ce que vous dites, au niveau de la base, dans les entreprises, vous arrivez entre les différentes forces syndicales. Oui, ce que je dis, notamment, ça se fait en ce moment à la SNCF. Oui. À trouver des accords, à trouver des positions communes et à trouver des revendications communes qui peuvent être négociées avec les employeurs. Encore une fois, si vous estimez qu'à la tête, on perd peut-être de cet esprit positif pour pouvoir avancer, mais moi je crois que vraiment une des solutions serait qu'il y ait beaucoup plus de salariés qui puissent être syndiqués, qui aient envie de se syndiquer. Voilà. L'Assemblée nationale est en vacances. Vous ne l'êtes pas, puisque vous sillonnez votre circonscription. Vous dites que vous le faites souvent. Je ne suis pas sûre que tous les députés le fassent. Donc vous allez à la rencontre des Français. Et dans le fond, qu'est-ce qui remonte? On voit une colère. Alors on le voit chez les syndicats, on le voit chez les étudiants, dans les facs, on le voit un peu partout. Qu'est-ce qui remonte de chez vous? Bon, je ne sais pas ce que font. Je sais que beaucoup de mes collègues le font. Je sais que par rapport à La République En Marche, nous avons parfois une différence de philosophie. Nous estimons, en tout cas au Parti socialiste,
socialiste que la circonscription, le terrain est quelque chose de très important parce que c'est le pouls, c'est le pouls de la France. Oui, mais pardon, mais il y a combien de départements dans votre... Enfin, il y a 2 circonscriptions dans mon département. Donc ça fait combien de... 63 communes, c'est ça? 63 communes, voilà. Il y a 63 communes. Oui, c'est voilà, beaucoup. C'est ça. Oui, non, mais c'est beaucoup, mais c'est extrêmement important. Encore une fois, quand on est représentant, quand on est député, on se veut représentant du peuple, et il est hyper important de garder ce contact permanent, de ne pas avoir de filtre, de garder ce contact permanent. Donc moi, j'attache beaucoup d'importance à ces visites dans les communes de ma circonscription. Et qu'est-ce qu'ils vous disent alors? Certaines sont très rurales. Alors, il y a 2 choses qui reviennent beaucoup. Je suis dans un département où il y a plus de retraités en proportion que dans le reste de la France. Donc la hausse de la CSG a affecté de manière extrêmement importante les retraités, puisque certains vont perdre entre 200 et 400 euros de pouvoir d'achat sur une année. Et puis le deuxième sujet qui rentre en ligne de compte, c'est la hausse de la fiscalité écologique. Encore une fois, quand vous habitez Paris, vous achetez un pass Navigo. Si vous êtes salarié, votre employeur vous en rembourse la moitié, donc ça vous coûte entre 36 et 37 euros par mois. Quand vous habitez à la campagne, qu'il faut que vous alliez travailler à 17 km de chez vous, la facture énergétique, la facture de carburant, elle évolue entre 220 et 250 euros par mois. La hausse qui a été appliquée de la fiscalité, c'est la plus forte hausse sur la fiscalité écologique jamais enregistrée. Jamais enregistrée. C'est pour ça que je surnomme le ministre Hulot, le ministre des taxes écologiques, avant d'être ministre du développement durable. Et ça a un impact extrêmement important puisque ça s'applique quels que soient les revenus des Français qui ont besoin de se déplacer pour aller travailler, pour aller faire leurs courses. Donc quand Emmanuel Macron déclare il y a quelque temps, lors d'une interview à BFM et Mediapart, qu'il n'y aurait pas de nouvel impôt, en réalité, c'est pas vrai. En réalité, c'est faux. Ce qui a été voté en décembre dernier par la majorité en place, c'est une trajectoire de hausse de la fiscalité écologique. Si vous prenez un ménage, 2 parents, 2 enfants, qui vit à la campagne, qui se chauffe au fioul domestique, parce qu'il n'y a pas de réseau de gaz, etc., la hausse de la fiscalité écologique hors TVA va lui coûter 145 euros de plus en 2018. En 2022, ça va lui coûter 576 euros de plus. C'est déjà voté. Cette trajectoire, elle a déjà été votée par la majorité de La République En Marche. Donc oui, c'est significatif, ça ne dépend pas du revenu, c'est une fiscalité qui s'applique quel que soit le salaire que vous gagnez tous les mois. Pour s'attarder un instant sur les retraités que vous rencontrez, parce qu'il y a dans le discours de la majorité et dans la bouche du président de la République comme l'idée qu'on a demandé un petit effort, mais pas aux plus modestes des retraités. Ceux que vous rencontrez, ce qui les gêne au fond dans cette augmentation de la CSG, est-ce que c'est de l'ordre du symbole, pourquoi nous, ou est-ce que véritablement vous rencontrez des gens qui sont confrontés à de réels problèmes économiques en raison de cette augmentation ? Le seuil à partir duquel se déclenche la hausse de la CSG est 1 200 euros par mois. 1280. Donc quand on vous enlève 200 euros ou 250 ou 300 euros sur une année, c'est l'équivalent de votre facture d'eau annuelle. Donc oui, ça se ressent pour les retraités. Cette hausse vient en plus de la hausse de la fiscalité écologique, qui va vous coûter entre 145 et 180 euros sur l'année. Donc oui, à ce niveau-là, c'est réellement un problème de pouvoir d'achat. J'ajoute que quand vous êtes marié, moi je vois des femmes retraitées qui ont 700 euros par mois. Elles ont un conjoint qui a aussi une retraite un peu plus importante que la leur, ce qui fait qu'elles aussi se sont vues appliquer la hausse de la CSG. Certaines ont perdu 30 euros sur les 700 euros qu'elles perçoivent tous les mois, tout simplement parce que leur conjoint a une retraite qui est supérieure. Donc tout ça, oui, ça a un impact qui n'est pas que imaginaire pour les retraités. C'est un impact très significatif. C'est un impact aussi sur la macroéconomie d'un département. Quand vous avez une proportion de retraités plus élevée qu'ailleurs, forcément, dans mon département, ça va représenter entre 7 et 8 millions d'euros en moins, qui vont aller en moins chez les commerçants, qui vont aller en moins chez les artisans locaux. Donc ça, c'est une réalité qui ne peut pas être effacée juste par un merci, comme l'a dit le président de la République. Vous avez succédé à Olivier Faure, au groupe à l'Assemblée nationale, car il est le nouveau patron du Parti socialiste. Est-ce que c'est enthousiasmant, Olivier Faure ?
Ou est-ce que le groupe ou le... Non, Olivier Faure. Ah bah écoutez, moi j'ai soutenu Olivier Faure depuis le début, lorsqu'il a entamé sa campagne interne pour être premier secrétaire du Parti socialiste. Personne ne fait abstraction du fait que nous avons fini à 6% à l'élection présidentielle et qu'effectivement la tâche est immense pour qu'on retrouve notre capacité dans le débat public. Donc moi je crois qu'Olivier a à la fois cette force d'incarner le renouveau, une nouvelle figure, en tout cas pour les Français, même s'il est depuis plusieurs années au Parti socialiste. Et surtout, il a cette capacité à faire travailler, et vous savez que chez nous, au sein du Parti socialiste, ça peut être compliqué, des personnalités qui peuvent avoir des idées, des caractères différents. Ça n'a l'air de rien. Il maîtrise l'art de la synthèse, comme d'aucuns. En tout cas, au sein du groupe socialiste, où, vous savez, nous avions Luc Arvounas, qui sont toujours là d'ailleurs, Stéphane Le Foll, en tout cas des personnalités fortes. Vous n'avez pas entendu de couac depuis juillet dernier au sein du groupe socialiste. Alors en passant, vous avez Vous avez des groupes socialistes. Vous voulez abandonner cette appellation qui prévalait depuis quelque temps, le groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée, pour le réappeler. Mais ça veut dire quoi? Cette manière de dire le Parti socialiste a de l'avenir? Alors, je pense que le Parti socialiste a de l'avenir. 2, pour l'instant, nous nous appelons groupe Nouvelle Gauche. On verra si on décide de changer de nom. Mais vous y êtes favorable? Mais moi, j'y suis favorable. Je l'ai dit avant de me faire élire présidente de ce groupe. Donc, je ne mentirai pas à mes collègues. Je pense qu'il faut qu'il y ait un alignement entre les groupes, le nom du parti, le nom du groupe au Sénat. Voilà. Mais c'est quoi? Parce que, dans le fond, l'idéal du socialisme, voilà, il y en a plusieurs. Il y a ceux qui considéraient, comme Manuel Valls, que le socialisme pouvait gouverner. D'autres considéraient que gouverner, c'était trahir. Comment trouver aujourd'hui cette synthèse? Quelle forme de nouveau socialisme vous voulez, non pas inventer, mais en tout cas perdurer? Vous avez perdu des électeurs. Il y a des inégalités partout dans le monde, beaucoup en France, et le PS est dans les choux. C'est assez paradoxal. Comment renouer avec ses électeurs? Comment renouer avec... je ne sais pas comment il faut l'appeler, le socialisme, une nouvelle gauche, une troisième voie, une quatrième voie? Alors, je ne sais pas si c'est la troisième, la quatrième voie. Alors, on serait plutôt la quatrième. Mais peut-être la quatrième, oui, peut-être la quatrième. Mais toujours est-il que sur les deux visions que vous opposez, entre celle de Manuel Valls et puis... je crois qu'on peut parfaitement... Nous voulons incarner la gauche de gouvernement, c'est-à-dire celle qui est capable de porter un discours qui soit crédible. On ne va pas vendre des choses qui ne se passeront pas. Quand Emmanuel Valls part un peu sur une autre direction, je crois que la trahison que certains ont perçue comme telle vient du fait qu'on fait des choses qui n'étaient pas annoncées auparavant. Ça, c'est, à mon avis, rédhibitoire. Il faut être clair. Comme quoi, le CICE, par exemple, ou la déchéance de nationalité. Oui, mais elle n'a pas été faite, ça. Donc, non, mais elle n'a pas été faite, mais enfin, elle a largement fracturé le Parti socialiste, largement. Il y avait les frondeurs avant, quand même. Puisque vous parlez vous évoquez François Hollande, en fait, on le voit et on l'entend beaucoup ces derniers temps pour faire la promotion de son livre. Il semble d'ailleurs y prendre un véritable plaisir dans ses rencontres avec les gens. Et il n'est pas avare de petites phrases, voire même de vacheries pures et simples, à l'égard notamment d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce comportement d'ancien président de la République? Rien du tout. Oh, vraiment? Oui, vraiment. Alors, si je vous posais la question autrement... J'entends ce qui a été dit. Riche. Non, mais j'entends ce qui a été dit sur Emmanuel Macron. Bon, il se trouve que... Non, mais ça veut dire qu'il ne vous intéresse plus, qu'il a disparu de votre horizon totalement, François Hollande? Non, mais je crois que le Parti socialiste a, vu ce qui nous est arrivé, a intérêt à se projeter dans l'avenir. Les petites phrases... Peut-être que lui-même se projette dans l'avenir. Mais peut-être aussi. Mais en tout cas... le faire avec des petites phrases sur les uns et sur les autres ne me paraît pas être la meilleure méthode de se projeter dans l'avenir. Et sur la notion, lorsqu'il dit non, Emmanuel Macron n'est pas le président des riches, mais il est le président des très riches, est-ce que ça c'est pertinent? Emmanuel Macron a accordé des baisses d'impôts aux 1% des Français les plus aisés. Donc il est le président des très riches? Donc... on peut la qualifier comme telle, comme l'a dit François Hollande, peut-être le président des très riches. Comme quoi, François Hollande peut encore voir juste. Mais attendez, on disait ça aussi sur les entreprises qui faisaient un cadeau au MEDEF. Il ne vous aura pas échappé que nous dénoncions le fait, dans un contre-projet qui était du mois d'octobre, que les baisses d'impôts bénéficiaient aux 1% des Français les plus aisés.
Et nous n'avions pas attendu pour cela François Hollande. Valérie Rabault, vous aviez quand même critiqué le CICE en disant que c'était un cadeau au MEDEF, un cadeau aux entreprises. On l'a entendu au Parti socialiste. Oui. Alors, il y a deux choses. Au Parti socialiste... On nous reste 30 secondes. Oui. Qu'il y ait un soutien aux entreprises, je pense que la grande majorité du Parti socialiste était d'accord. Ce que certains auraient voulu au sein du Parti socialiste, c'est qu'il y ait des conditions à l'octroi de ce soutien aux entreprises. Voilà. Merci beaucoup. Mais ce n'était pas tout à fait... Merci Valérie Rabault. C'est la fin de cette première partie de l'émission. On se retrouve dans un instant avec notre deuxième invité, Romain Goupil. À tout de suite. Vous êtes sur France 24, retour à l'actualité à 18h30 heure de Paris, et c'est un 1er mai à nouveau mouvementé qui est en train de se dérouler à Paris après celui de l'année dernière où le traditionnel défilé syndical avait déjà donné lieu à des heurts. En tête de cortège, des centaines d'individus encagoulés ont brisé des vitrines et tenté de s'en prendre aux forces de l'ordre. On fait le point à l'arrivée du cortège Place d'Italie avec Nabia Makloufi. Ils arrivent au compte-gouttes ici, Raphaël. Alors ce cortège a dû s'interrompre au niveau du boulevard de l'hôpital puisque vous le rappelez à juste titre, environ 1200 personnes ont infiltré ce défilé. Ils ont avancé visage caché, des individus qui se revendiquent de plusieurs groupes anarchistes, anticapitalistes, des groupuscules d'extrême gauche qui sont venus donc déranger ce cortège. Alors des vitrines ont été prises pour cible, tout ce qui pouvait finalement s'apparenter à des symboles capitalistes, des restaurants, des distributeurs de banques, des garages, tout a été pris pour cible, des vitrines ont été cassées et puis des cocktails Molotov ont été rejetés, mais la préfecture de police avait prévu d'éventuelles violences, alors un important dispositif sécuritaire a été déployé, des milliers de gendarmes et de policiers ont été déployés, des CRS qui ont tenté de contenir ces manifestants, ils les ont repoussés progressivement jusqu'à les disperser totalement et on apprend ce soir à l'heure où je vous parle que selon la préfecture de police, 200 personnes ont été interpellées. Alors l'esprit de ce défilé, Nabia, c'est tout de même de porter un certain nombre de revendications. Effectivement, et c'est surtout ce que souhaite finalement conclure, le message que souhaite finalement délivrer à la fin de ce cortège les quelques manifestants qui ont pu arriver, mais qui arrivent toujours au compte-gouttes puisqu'ils ont dû contourner le parcours tracé initialement. Alors il y a dans ce défilé des étudiants qui sont venus contester la loi d'orientation de réussite à l'entrée à l'université. Il y a également de nombreux fonctionnaires qui travaillent dans les hôpitaux publics ou dans l'enseignement qui viennent dénoncer le manque de moyens, de manque d'effectifs humains et le manque finalement financier qui leur fait défaut dans l'exercice de leur métier au jour le jour. Et puis il y a évidemment beaucoup de cheminots qui viennent dénoncer la réforme de la SNCF que le gouvernement veut absolument adopter d'ici cet été. Voilà, il y a une espèce d'agrégation des mécontentements, une grogne sociale qui a débuté il y a déjà un mois en France et ces manifestants, en tout cas ceux à qui on a parlé, se disent déterminés à aller jusqu'au bout. Ils veulent absolument se faire entendre par Emmanuel Macron et ils sont nombreux également à regretter l'absence du président de la République qui est en ce moment même en Australie pour 48 heures, qui s'envolera ensuite vers la Nouvelle-Calédonie. Pour beaucoup de manifestants, ce n'est pas un hasard, c'est pas finalement un agenda du président qui tombe comme ça au hasard, mais selon eux, c'était voulu par l'Élysée, tenir le président à distance. Et ce 1er mai, et je le rappelle aussi, le premier test pour Emmanuel Macron depuis son arrivée à l'Élysée. Le nombre de manifestants est en baisse, 55 000 selon la CGT, 20 000 seulement d'après la police. On était plus proche des 140 000 l'année dernière. Des milliers de manifestants aussi, mais à Erevan en Arménie, où depuis 8 heures maintenant, le Parlement est réuni en session extraordinaire. Objectif, désigner un nouveau Premier ministre après le départ la semaine dernière de l'homme fort du pays, Serge Sarkissian. Son principal opposant, Nicole Pachinian, est seul candidat à sa succession. Les accusations de Benyamin Netanyahou envers l'Iran sans effet sur l'Europe. Après Paris et Londres, Berlin reste déterminé elle aussi à appliquer l'accord. Seule garantie d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Et puis ces violences en Centrafrique où 9 personnes au moins ont été tuées dans une attaque contre l'église Notre-Dame de Fatima. C'est à Bangui. Bangui où également 6 personnes sont mortes, 60 autres blessées dans des échanges de tirs dans la capitale centrafricaine. Des tirs qui ont lieu en milieu de matinée dans la zone du quartier musulman du PK5. Bangui qui était resté jusque-là relativement épargné ces derniers mois par les violences après celles connues ces dernières années perpétrées par des groupes armés. Voilà, retour tout de suite à Mardi Politique. L'invité de cette deuxième partie est Romain Goupil qui revient pour nous sur l'héritage de mai 68 alors qu'on fête ce mois-ci le 50e anniversaire de ces manifestations en France.
Le Journal de l'Afrique, votre rendez-vous quotidien avec le continent africain. Avec nos correspondants et nos invités en plateau, faites le tour de l'actualité africaine. Toute l'information politique, économique et culturelle d'un continent en mouvement, c'est dans le Journal de l'Afrique sur France 24 et france24.com.